Bonjour à tous, merci d'être restés avec nous pour ce Montpellier zéro carbone. Alors, tout à 15 minutes de chez soi et pour tout le monde, c'est la promesse du désormais très connu concept de la ville du quart d'heure, qui est défendu donc ardemment par notre invité, Carlos Moreno. L'idée d'une ville décarbonée et apaisée, car tout est à proximité, on y réduit les déplacements. Alors qu'on lutte contre l'autosolisme et qu'on met tout en œuvre pour sortir les véhicules polluants de la ville du quart d'heure est-elle la réponse? Est-elle réalisable? Est-elle équitable? Julie Fraîche, donc vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au transport et aux mobilités actives. On voit bien que donc, les mobilités sont un axe majeur de la politique de Michaël Delafosse, qui prône une réduction de la place de la voiture. Ça coïncide avec les ambitions de la ZFE. Donc il avance à tout va sur les mobilités douces, le développement du tramway, le bus à haut niveau de service ou les transports en commun gratuits. Comment est-ce que vous intégrez ce concept de la ville du quart d'heure dans votre stratégie mobilité, plus globalement dans l'aménagement de la ville? Bonjour, bonjour Monsieur Moreno. Déjà, c'est vrai que c'est un honneur d'être ici aujourd'hui en présence de Monsieur Moreno. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir voilà tous ces écrits très inspirants, ceux de Carlos Moreno, ceux de Sonia Lavandino, sur finalement ce qu'est finalement une ville où la place de la convivialité, de l'hospitalité, de la rencontre, voilà s'organise en partageant l'espace public. Et pour partager finalement l'espace public, il faut arriver finalement à faire cohabiter ensemble différents usagers de cet espace commun, voilà, que ce soit le piéton, le cycliste, l'automobiliste, et donc finalement il faut que chacun ait sa place. Aujourd'hui en France, voilà, depuis évidemment l'avènement de l'ère voilà, de Pompidou avec le tout voiture, plus de 80% de l'espace public est consacré à la voiture, que ce soit finalement pour sa circulation ou pour son stationnement. Et donc finalement quand on est seul dans son habitacle, finalement c'est une contrainte finalement au moment de rencontre, de convivialité et aux relations humaines. C'est-à-dire qu'on amène ses enfants dans la voiture, finalement, du coup, on les pose devant, ça favorise finalement les drives devant les espaces, ça crée évidemment des conflits d'usage devant les écoles, alors finalement qu'il n'y a pas si longtemps, les enfants allaient à l'école à pied. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est face à différents défis. On est à un défi de partager l'espace commun, on est à un défi de forte sédentarité des enfants, qui finalement ne bougent plus, ne sont plus à l'air extérieur et donc finalement sont considérés comme des légumes qu'on met dans des voitures et qu'on dépose à l'école le matin et qu'on vient rechercher le soir. Et donc ça nuit considérablement quand même à cet espace finalement de la rue, vu comme un espace de rencontre. Donc la politique finalement de Michaël Delafosse à Montpellier, c'est de faire une ville à hauteur d'enfant et de réinvestir l'espace public finalement par des lieux de convivialité, une fontaine, un espace de jeu qui crée finalement un espace public pour des enfants qui vivent dans des appartements et qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un jardin, d'avoir un espace qui peut finalement leur permettre d'avoir des temps de respiration à l'extérieur pour jouer et se dépenser. Aujourd'hui, le projet de réaménagement de la place de la Comédie, c'est aussi le projet de faire une fontaine basse où les enfants pourront jouer. C'est aussi le fait de faire un banc qui permettra finalement la connexion avec la dalle du triangle et la place de la Comédie avec l'esplanade pour que les gens s'arrêtent. Et quand on arrive à ce que l'espace public soit un lieu de rencontre, ben, le piéton prend la place finalement sur la voiture. Et plus on mettra de piétons sur l'espace public, plus on arrivera à apaiser ces lieux-là. Parce que quand vous êtes au volant de votre voiture, que vous conduisez et que vous avez des piétons partout, dans les carrefours, dans les lieux d'interconnexion, ben, très naturellement, en fait, vous ralentissez. Parce que personne en voiture, finalement, n'a envie de causer un accident. Et là, la vitesse, finalement, en voiture est aussi la conséquence, pas seulement des lignes droites, mais aussi dans un espace où, finalement, la voiture est seule. Parce que les lieux ne sont plus habités. Donc, il faut réinvestir, finalement, les espaces publics. Il faut partager les espaces. Il faut réduire la place de la voiture. Moi, je ne tiens pas à un discours dogmatique d'ayatollah en disant « je suis contre la voiture ». La voiture, elle sert à des personnes qui sont porteuses d'un handicap. Elle sert à des personnes qui ont beaucoup d'enfants. Elle sert à des personnes qui ont besoin de
faire des grandes courses, pour partir en week-end, pour aller voir voilà, une personne dans une maison de retraite voilà, à une plus longue distance. La voiture, elle est encore nécessaire, mais elle n'est peut-être pas nécessaire tout le temps, tous les jours, matin et soir. Il y a plein de trajets voilà, qu'on peut faire différemment. Aujourd'hui, il y a 57% des trajets dans la métropole qui font moins de 3 km. Alors moi, j'ai toujours des gens qui ont une vie incroyable. C'est toujours des gens qui, le même jour, amènent leurs enfants à l'école, font des grosses courses. Enfin voilà, c'est impossible de faire autrement. Mais pourquoi? Parce que les mobilités, finalement, a cette double injonction, qu'elles touchent aussi bien la question des infrastructures, qu'elles touchent aussi le quotidien des gens. Et en fait, on vient bousculer l'intime des gens. Voilà, de se re-questionner sur la façon dont on va réorganiser sa journée, comment on va considérer l'aller et le retour des enfants à l'école, comment on va repenser son espace, où on va habiter, à proximité de son école, à proximité de son travail. Et là, je crois que c'est pour ça que vos écrits sont si inspirants, parce que la ville du quart d'heure, c'est de remettre finalement dans un espace accessible à pied toutes les fonctions dont on a besoin tout au long de sa journée. Voilà, une crèche, un parc, une école, une activité professionnelle et un logement. Carlos, je vais mettre un peu de contradictoire. Ce concept de la ville du quart d'heure, certains disent qu'il n'est pas accessible à tous, que peut-être on serait un peu dans une forme de boboisation. Est-ce qu'il ne concerne pas qu'une frange de la population aisée qui a les moyens de vivre, en l'occurrence par exemple dans le centre de Montpellier? Et la deuxième question, c'est est-ce que finalement ce concept de la ville du quart d'heure, il n'est pas déjà, c'est pas déjà celui qui est appliqué dans les cœurs de ville des grandes métropoles? Et est-ce que le sujet, le véritable enjeu, ce serait pas le périurbain où les proximités peut-être restent à inventer? Bon, tout d'abord, je suis heureux de revenir vers vous et surtout de partager avec Julie Fraîche ces quelques minutes d'évocation de cette problématique absolument vitale et passionnante. Et bien sûr, les contradictions sont toujours bienvenues, surtout quand on est scientifique, on est toujours porté par les sentiments des discussions et des contradictions. Mais tout à l'heure, par rapport à la première question sur la boboisation, entre guillemets, la gentrification, vous aurez la réponse d'un élu qui s'appelle Salvatore Moni, qui est donc l'adjoint à la ville de Rome, en charge de la décentralisation et la proximité. Salvatore a écrit un très beau texte en réponse à cette question qui est portée. Edmond Gleiser de Harvard University est un ami contradicteur. On ne partage pas du tout avec Edouard les propos qu'il tient sur la ville du quart d'heure comme un élément de gentrification. Et Salvatore va les répondre. Mais je vais vous anticiper donc la réponse sans trop empiéter sur ce qu'il va dire. Mais vous pouvez lire son très très beau texte. Il faut déjà commencer par une chose extrêmement claire. C'est que nous vivons déjà dans des villes qui sont extrêmement fragmentées, dans des villes qui sont segmentées, qui ont subi, depuis la charte d'Athènes en 1937 et l'architecture moderne, un processus extrêmement fort et accéléré de zonification. Nous avons déjà des différences sociales qui se traduisent par des propositions urbanistiques, y compris des ghettoisations, y compris les zones d'activité économique, y compris les zones dans lesquelles on retrouve uniquement des constructions de bureaux et dans lesquelles on a éloigné les gens les uns des autres et on a obligé en quelque sorte les gens à faire des très longs trajets, que ce soit en transport en commun, ou pire encore avec la voiture individuelle. Donc quand on me dit la ville des quarts d'heure va contribuer à la gentrification, on va commencer par dire que les villes, elles sont déjà fortement segmentées, fortement fracturées, fortement gentrifiées, et que donc nous devons au contraire opposer des nouvelles politiques urbaines basées sur un humanisme orienté non seulement à l'échelle humaine, mais des dignifications humaines. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune dignification à prendre sa voiture et parcourir tous les jours, 1 heure le matin et 1 heure le soir. Et donc, nous avons avec la ville du quart d'heure une politique urbaine menée par les gouvernances locales qui va chercher au contraire à rééquilibrer les villes. Nous faisons, dans toutes les villes dans lesquelles ce projet est implémenté, nous faisons des cartographies exploratoires pour avoir des diagnostics. Nous avons donné une couleur
à chaque fonction essentielle qui dignifie la vie humaine. Nous avons 6 fonctions sociales. La première, c'est habiter dignement. La deuxième, c'est diminuer les longues pendularités travail-domicile. La troisième, c'est accéder à ces courses, revitaliser l'économie, revitaliser l'emploi local par la proximité. La quatrième, c'est accéder à sa santé physique et mentale avec un suivi qui permet d'avoir donc des meilleures conditions vitales. Et la cinquième, c'est l'éducation et la culture. Et la sixième, c'est l'utilisation de l'espace public pour flâner, pour être heureux et pour être résilient face au climat. Prenez n'importe quelle ville aujourd'hui et faites de la cartographie donnant une couleur comme nous l'avons fait à chaque fonction sociale. Les diagnostics, ils tombent quasiment de manière immédiate. Vous avez les 6 couleurs, nous avons donné une couleur à chaque fonction sociale. Vous avez une colorisation de votre ville ou de votre métropole que nous appelons une colorisation éclatée. Vous avez les travails par là, vous avez la santé par là, vous avez l'éducation par ici, vous avez le commerce par là. Donc nous avons une colorisation qu'on appelle éclatée. Revenons sur la ville des quarts d'heure, qui signifie en proximité accéder à un maximum de fonctions sociales essentielles. Quand on fait ce travail-là et qu'on commence à dire dans les différents lieux de la ville, je vais offrir ces services-là, l'éducation, l'école, la santé, le commerce, et des lieux pour décentraliser le travail, et on recolorise la ville, ce que nous appelons l'arc-en-ciel de la ville des quarts d'heure, on va avoir 2 fonctions sociales qui réapparaissent parce que les gestes architecturaux, il va changer. On ne va pas avoir un bâtiment uniquement pour travailler, on va mélanger un bâtiment pour travailler qui va accueillir également de l'habitat. On va avoir à côté des lieux de santé, des lieux d'éducation, de l'espace public qui deviendra apaisé, qui ne sera pas uniquement pour des voitures qui passent, etc. Et donc, ce qu'on appelle la recolorisation en arc-en-ciel de la ville, au contraire, vient rééquilibrer par une politique urbaine qui n'est pas une baguette magique face à 70 ans d'urbanisme, des segmentations et des gentrifications. Donc c'est vraiment plutôt à l'opposé de cette idée comme quoi on voudrait monopoliser. Par contre, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Edouard, et je l'ai dit publiquement, il ne faut pas laisser au privé le soin de créer des villes des quarts d'heure qui seraient accessibles parce que des promoteurs veulent faire, même pire à l'américaine, des enclos fermés dans lesquels on va trouver tout et auxquels on ne peut y accéder que parce qu'on a les revenus suffisants pour y accéder. C'est pour ça que la ville des quarts d'heure, ce concept de la proximité heureuse, n'est pas à laisser aux mains de privés pour redevenir une nouvelle source de spéculation financière et des profits, mais une politique de la ville. Comme vient le dire parfaitement Julie Fraîche, elle a décrit parfaitement cette philosophie, qui est une philosophie profondément humaniste, pour rééquilibrer des villes qui sont profondément inégalitaires. Vous avez fait ce test de coloriser la ville de Montpellier pour voir l'éclatement des fonctions sociales ? Alors, le constat qu'on peut faire, c'est vrai qu'on fait souvent porter aux politiques de transport les errements finalement de l'étalement urbain. Absolument. Qui est la conséquence des politiques d'urbanisme. Alors finalement, il faut changer de paradigme. Et donc aujourd'hui, il y a un travail assez poussé sur le plan local d'urbanisme intercommunal qui doit évidemment intégrer la question des transports. Et donc on travaille sur une mixité fonctionnelle pour rapprocher les emplois sur les lieux de vie. On a la chance d'avoir quand même une métropole à taille humaine qui fonctionne quand même encore par cadran. C'est-à-dire que les gens finalement habitent finalement dans le même cadran que là où ils travaillent. Et nous avons, à travers notre politique stratégie mobilité 2025, eu finalement comme objectif principal de desservir toutes les zones d'emploi. Parce qu'avec une ville qui en 60 ans prend 170 000 habitants, forcément les zones d'emploi, là où il y a une forte concentration finalement d'emploi, ce qui génère évidemment une forte
congestion aux heures de pointe pour s'y rendre, celles-ci se sont développées à l'extérieur du centre-ville et donc en périphérie. Et donc forcément, dans la même temporalité, on a commencé à construire le réseau de tramway en étoile, qui très logiquement est assez, naturellement, c'est assez comparable dans d'autres villes en France et en Europe. On a commencé par la centralité, un peu comme une étoile ferroviaire, et donc on a maillé finalement 4 lignes de tramway, avec la 4e qui est une circulaire, et la 5e qui viendra finir de mailler, desservir le nord-est de la métropole et l'ouest. Conséquence de ça, toutes les zones d'activité économique ne sont pas desservies par le tramway. Voilà, parce que finalement, la caractéristique de la ville de Montpellier, c'est une croissance démographique positive de 1,8% d'augmentation de la population par an, soit 8000 nouveaux habitants par an, dont 4000 à Montpellier, 6000 nouvelles immatriculations par an, avec évidemment des boulevards, des avenues qui ne grossissent pas. Donc voilà, on est face à une équation qui fait qu'il y a toujours plus de monde avec des espaces qui sont toujours de plus en plus contraints. Et donc la politique du bus-tram, nous allons livrer 5 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service, nous permettra de résorber finalement cette lacune en desservant toutes les zones d'activité économique à travers ces nouvelles lignes de transport qui viendront compléter le maillage déjà très efficace des 5 lignes de tramway. Et comme le disait Carlos aussi, il faut aussi intervenir sur la politique du logement pour permettre à tous de se loger, y compris dans le centre-ville de Montpellier. Oui, bien sûr, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la politique que Georges Frêche a menée ces 40 dernières années. Quand on fait des zones d'aménagement concertées, c'est ce qu'on fait. On crée du logement, on crée des espaces commerciaux. Voilà, on finance aussi des espaces publics, des lieux de rencontre, des parcs. C'est la politique des ZAC. Aujourd'hui, on doit aussi le faire à l'intérieur des villages. On doit sortir des villes dortoirs, on doit sortir des villes nouvelles. C'est la création, c'est la volonté de Michael Delafosse de créer une nouvelle zone d'activité économique à Baillargues, à Sussargues, à Cournonterral, pour rapprocher effectivement le travail des zones d'emploi, finalement diminuer le besoin de déplacement en créant des espaces de coworking, en favorisant le télétravail, et j'ai envie de dire aussi, c'est pas seulement le travail. En France aujourd'hui, un déplacement sur 2, c'est du loisir. Absolument. C'est du loisir. Donc on doit aussi finalement traiter cette problématique. C'est les magnifiques halles de Jacou. Voilà, maintenant les habitants de Jacou n'ont plus besoin d'aller au marché du Lez. Ils ont des halles à proximité, ce qui limite aussi les déplacements pour le loisir. C'est le magnifique projet qu'a présenté François Rio à Saint-Jean-de-Védès. Il faut rapprocher finalement les lieux de vie et donc créer cette mixité fonctionnelle qui aura comme conséquence de limiter le besoin de déplacement. Et c'est comme ça qu'on traitera la problématique de la congestion, qu'on traitera la problématique des embouteillages, qu'on améliorera la qualité de l'air et qu'on atteindra, alors peut-être pas en un mandat, mais cet objectif qu'est la ville du quart d'heure, parce que c'est quand même un bénéfice au profit de la qualité de vie. Alors on était sur un format de 20 minutes, on arrive au terme de cet échange. Est-ce que dans la salle, il y a une question? Oui, 2 même. On vous apporte les micros. Merci. Vous voulez bien relever la main pour vous identifier? Voilà, merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Je vais essayer d'être très rapide. J'ai 2 questions ou remarques qui reviennent à travers ce que vous avez dit. La première, c'est quand vous avez parlé de déposer son enfant qui ressemble à un légume. Ça m'a fait rire parce que c'est exactement la remarque que je me suis faite la semaine dernière. Mais par contre, en parallèle, il y a la question de la sécurité. C'est-à-dire pour revenir et marcher et laisser son enfant aller à l'école, moi je prendrais 0 risque par rapport à ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a un parallèle avec la sécurité à faire au niveau de la ville pour que ces projets magnifiques puissent avoir lieu et que les gens adhèrent. Parce que sur le principe, je pense que personne ne dira non, mais par contre, encore une fois, je prendrai 0 risque pour ma fille sur le trajet de l'école. La deuxième question, c'est sur la ville du quart d'heure. En fait, ce beau projet aussi, c'est magnifique et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Mais sur une vie quotidienne, si on revient du terre à terre, est-ce que vous avez une réflexion sur
sur l'homogénéisation des prix de la vie au quotidien. C'est-à-dire que même si on a tout à côté, il y en a qui vont aller à 20 minutes plus loin parce que les halles X sont moins chères que les halles Y. Et aujourd'hui, avec l'inflation, c'est des sujets qui ont de plus en plus l'attention de tout le monde. Donc même si on a tout à côté, s'il y a une différence de prix, je pense que l'effort de, comme on a plafonné les prix des loyers, peut-être plafonner ou homogénéiser les prix de plein de commerces au quotidien. Voilà, merci. Vous voulez réagir, Carlos? Deuxième question en même temps. Je peux peut-être vous répondre si vous voulez sur la partie sécurité. Moi, je suis évidemment 100% d'accord avec vous, hein. D'ailleurs, quand Michael Delafosse parle de la ville du quart d'heure, c'est aussi la sécurisation du chemin de l'écolier. Et donc la sécurisation du chemin de l'écolier, c'est je crois, c'est la priorité. Finalement, c'est la manière dont on aborde toutes les politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous en sommes déjà à 16 rues des écoliers. C'est-à-dire que le matin, ben voilà, alors on essaie de livrer voilà plusieurs rues et des écoliers à chaque rentrée scolaire. On ferme le matin et le soir la rue qui dessert en fait le groupe scolaire pour que les enfants puissent y arriver en sécurité, marcher sur l'espace qui est traditionnellement dévolu à la voiture, puissent finalement accéder à l'école en vélo et surtout à pied. Voilà, le but vraiment c'est d'améliorer la marchabilité dans la ville parce que finalement un vélo sur un trottoir ben, c'est dangereux pour le piéton. Donc le but de notre politique c'est de sortir aussi les vélos des trottoirs, apaiser les rues, sécuriser le chemin de l'écolier, faire des rues aux écoliers et aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des voies de circulation qui ne sont pas encore apaisées parce qu'on est sur une ligne droite et puis que les comportements voilà, mettent du temps aussi voilà, à s'habituer à ce type de changement. Nous avons positionné des APE, des agents de protection des écoles. Alors vous pouvez les reconnaître sur l'espace public, hein, ils ont des gilets orange ou jaunes et ils assurent en fait la traversée, la sécurité de la traversée des écoles sur tous les axes dangereux. Je pense à l'axe Pablo Neruda, je pense à l'avenue du Mondial 98, je pense avant à l'avenue Albert Dubout, je pense à l'avenue Palavas, voilà, où on positionne finalement ces agents, voilà, qui sont des agents municipaux qui assurent cette sécurité. Mais voilà, ça c'est des dispositifs aujourd'hui ponctuels et il faut encore continuer à améliorer la marchabilité dans la ville, élargir les trottoirs, faire des trottoirs là où il n'y en a pas. Et tout ça, ça prend du temps, mais c'est bien la direction que nous avons choisie. Carlos, rapidement sur la ville du quart d'heure. Oui, très rapidement. Je partage tout ce que vient de dire Julie Fraîche sur les écoles. Hein. À Paris, où on a 198 écoles dont on sécurise l'ensemble des rues qui vont autour, et pas uniquement pour la sécurisation, mais on fait en même temps ce qu'on appelle des traversées en tant que parc qui deviennent des parcs linéaires qui ont relié entre eux pour donner plus de marchabilité dans la ville. Votre deuxième remarque, elle est tout à fait pertinente. Hein, et je n'aurai pas le temps d'aller au-delà, mais nous, avec cette conceptualisation, quand je parle d'une politique urbaine, effectivement, il y a la proximité, il y a effectivement ce qu'on appelle la qualité de vie, il y a ce qu'on appelle l'accessibilité aux produits essentiels. Vous avez raison, quand il y a juste à côté des produits qui sont très chers, les gens vont préférer d'aller plus loin pour trouver des produits moins chers. Il y a une nécessité d'être innovant dans la manière d'accéder au commerce local. Nous, je vais prendre l'exemple de Paris. Madame Anne Hidalgo a pris ces concepts très très tôt, de 2019, et l'a fait sien. Ça a été la colonne vertébrale de sa campagne électorale victorieuse pour l'élection 2021. Et il faut savoir que nous, à Paris, par exemple, si je prends cette casquette-là, on considère que le commerce local fait partie du bien commun. Parce que ce n'est pas uniquement le commerce, c'est également les interactions sociales, économiques, la création de l'emploi, la localisation, les gens qui sont à proximité, la marchabilité, quand on est à un marché, quand on fréquente des lieux qui sont à côté. Donc, à la ville de Paris, il existe donc une filiale d'économie mixte qui s'appelle la SEMA Est, dont son rôle, c'est d'encourager justement le commerce local. Et pour cela, nous avons soit Paris à des locaux, soit achètent, soit préemptent, qui sont ensuite loués à des prix qui sont inférieurs au prix spéculatif du marché immobilier. On sait que c'est très cher à Paris. Pourquoi ? Comme ça, on peut installer un peu partout des bouchers, des poissonniers, des chocolatiers, des vendeurs des produits recyclés de deuxième et de troisième vie, et qui, irriguant l'ensemble de la ville, permettent justement d'offrir des produits avec une meilleure accessibilité. La ville
aucune ville a en France la possibilité d'avoir une régulation des prix d'éléments de consommation. On peut au mieux réguler les loyers. Et Julie, tout le monde sait combien c'est difficile et le combat pour avoir un marché régulé des loyers. Mais par contre, nous pouvons avoir des leviers qui, considérant le commerce local comme du bien commun, peuvent aller pour donner une meilleure accessibilité. Ces projets qui est toujours une réalité donc, avec la CMA-Est, c'est devenu ce qu'on appelle la foncière de commerce de Paris. Et juste pour ça vous donner une idée, Bruno Le Maire, donc avant la fin de les précédents gouvernements, il a adopté ces principes et aujourd'hui le gouvernement est en train de financer 500 foncières de commerce dans toute la France, justement pour donner lieu à ce type d'encouragement afin d'avoir un commerce local qui soit de meilleure accessibilité, manque de pouvoir réguler les prix, ce qui est une politique gouvernementale et qui est une autre affaire qui nous sortira des discussions que nous avons aujourd'hui. Peut-être une idée pour Montpellier. Merci beaucoup Julie Fraîche, merci Carlos Moreno. Merci beaucoup.